on a un thème général qui concerne les labs d'entreprise, même si je pense que le questionnement est un petit peu plus large et concerne peut-être lab pro et perméabilité en tout cas, et comment ça impacte la notion de lab interne, la structure même et le mode de fonctionnement en entreprise. Et on va essayer de balayer un certain nombre de thèmes, en commençant par se présenter les uns les autres, finalement, tous ceux qui sont présents, entre Céline, Yves et Emmanuel, et puis moi-même. Je vais balayer les différents thèmes qu'on pensait aborder sur cette petite heure qu'on a devant nous. Et puis vous questionner aussi sur les thèmes que vous voudriez voir aborder. L'idée, c'est de le faire le plus ouvert possible. Puis voilà, on va commencer. Je vais commencer par me présenter très brièvement. Donc, Mickaël Desmoulins, je travaille pour Renault, direction de l'innovation. Je suis fondateur du Creative Lab, qui est le premier Fab Lab interne de l'entreprise, et qui a essaimé aujourd'hui avec plus d'une douzaine de labs au sein de l'univers Renault, France et international, que je coordonne. Et je suis également président de l'association Fabenco, qui est une association qui regroupe les responsables de labs d'entreprise et labs professionnels. On a une trentaine de membres à peu près, de grosses entreprises, et un des cofondateurs des Activateurs. C'est une association sur le corporate hacking. Voilà. Donc bonjour à tous, Emmanuel Rado. Donc moi je pilote le design center de Thales qui est sur Brest. Il y a 7 design centers Thales dans le monde et le petit dernier en date c'est celui de Brest et on est juste à côté derrière dans le bâtiment Cap-Vert. Voilà, avec 230 mètres carrés dédiés à l'innovation ouverte, à la créativité collaborative et au design thinking. Voilà. Donc on travaille en interne pour Thales. Et pas que, on est aussi ouvert aux collaborations vers les PME, start-up et tout l'écosystème de l'Ouest breton. Merci. Donc Yves Quéré, je suis le directeur du Fab Lab UBO Open Factory donc, sur l'Université de Brest et également directeur d'un laboratoire commun avec Thales Optronics à Paris. L'UBO Open Factory, c'est le sujet qu'on voulait présenter aujourd'hui. C'est un lab donc, pluridisciplinaire de 300 mètres carrés qui propose de nouvelles pratiques au sein de l'université pour la recherche et pour l'enseignement à travers un nouveau modèle coopératif avec le milieu socio-économique. Et notamment, on propose à des entreprises de pouvoir utiliser notre lab pour leurs pratiques avec des étudiants et des chercheurs. Moi j'ai le micro. Donc moi c'est Céline Volsky-Duval, je travaille chez Nokia et je suis en charge du garage de Nokia qui est notre lab d'innovation interne sur le site de Lannion. Et on a une vingtaine de garages sur d'autres sites Nokia à travers le monde. Ok, extra, merci à tous, un beau panel. Alors dans les thématiques qu'on avait notées, que je vous demandais d'enrichir si vous le souhaitez ou pas, hein, on avait l'importance du faire, confrontation au réel, en quoi le faire, qui est quand même une des spécificités des labs, c'est-à-dire pas seulement rêver aux choses mais en théorie, mais se confronter au réel, apporte quelque chose dans des démarches d'innovation, dans l'empowerment des salariés. Le deuxième thème était un thème plus lié à l'ouverture, ce que ça apporte, dans quelle mesure on peut s'ouvrir ou pas, à la fois sur l'interne et sur l'externe. Le troisième thème, c'était plus sur tout ce qui était méthodologie, animation, collaboration. En quoi des démarches et en quoi et comment on arrive à animer des collectifs qui soient tous à un même endroit ou éclatés géographiquement au sein d'une entreprise. Une thématique sur la formation et l'empowerment des salariés, qui, moi de mon expérience, est un des grands enjeux de ces lieux, parce qu'on parle beaucoup de transformation numérique. Support à l'innovation et création de valeur. Et le dernier sur le futur de l'entreprise, comment tout ça questionne finalement, donc ça fait beaucoup de thèmes, hein, mais comment ça questionne finalement l'organisation même du travail et que ça casse un peu l'idée d'une entreprise fermée, qui est un peu l'imaginaire qu'on a tous. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme thème? Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres envies, d'autres besoins? C'est pas mal? Ça vous va? Ok. Il y a des experts là au premier rang, là. Ça leur va? Ça te va? Bon, bah allons-y sur le premier, sur l'importance du faire et en quoi finalement un lab est quand même par définition un lieu où on ne vit pas qu'en théorie, mais où on se confronte au réel. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, messieurs, dames? Qui démarre? Bon, bah, je démarre. Nous, l'importance du faire, c'est revenu du fait que quand on fait de la recherche et développement dans un grand groupe, les équipes de recherche sont souvent, de recherche et développement sont souvent loin du client. Et le fait de faire et d'aller
développer des usages autour de ce que l'on développe au sein de notre entreprise. Ça permet aussi de se mettre dans la peau de nos clients et donc de mieux appréhender leurs besoins. Et donc l'importance d'essayer, parce qu'on peut avoir une idée, quand on est expert, on peut avoir une idée, et puis finalement confronté et mis dans la main de l'utilisateur, on se rend compte qu'on est un peu à côté. Donc en faisant vite, en prototypant, ça permet en fait d'être plus réactif par rapport aux attentes et donc en se plantant plus vite, ça évite de perdre de l'argent sur le long terme. Et est-ce que tu dirais qu'il y a une part d'inconnu aussi qui vient au fait de se confronter au réel? Est-ce que ça peut amener à des choses finalement le fait que tu as de passer par là, de créer directement sans forcément réfléchir très très longtemps à l'avance sur ce que tu veux mettre en œuvre, il y a des choses inattendues qui émergent ou pas? Ouais. En fait, quand on commence à faire, il y a d'autres idées qui émergent qu'on n'a pas quand on reste sur de la théorie ou des spécifications. En faisant, il y a des choses qui viennent, tiens, je pourrais le faire comme ci, comme ça. En fait, on adapte et on est beaucoup plus réactif dans la façon d'avancer sur la création du produit. Merci. Donc nous, le faire, on l'aborde de plusieurs manières, sur l'apprentissage par rapport à la fabrication matérielle et aussi par rapport à l'expérimentation. Donc l'expérimentation technique jusqu'à l'expérimentation finalement en fonction des objectifs qui peuvent être entrepreneuriaux, tester des modèles économiques, tester des usages, etc. Donc c'est vraiment un ensemble. Donc si je prends quelques exemples aussi sur la coopération et sur la pluridisciplinarité, quand on fait, on a des problématiques qui arrivent qu'on n'a pas dans les concepts forcément. Et du coup on va forcément avoir besoin d'aide. De techniciens, d'experts dans certains sujets. Et on touche tout de suite la pluridisciplinarité et la coopération, elle va beaucoup plus vite au résultat. Voilà, donc ça nous force au moins à faire ça. Dans l'approche qu'on déploie au sein du Design Center de Thales, on pousse les participants qui viennent donc en séance de créativité collaborative finalement à tous intervenir et libérer leur point de vue, leurs paroles, leurs opinions et leurs idées. Le challenge dans des formats créativité collaborative, c'est de permettre à tous les experts présents dans le groupe de travail de poser leur vision des choses, de poser leur opinion sans jamais basculer dans un format conflictuel ou de débat qui est souvent assez stérile. On optimise le temps qu'on a ensemble pour réfléchir ensemble et permettre aux gens de s'exprimer. Donc le challenge, c'est de poser toutes les options possibles rapidement sur une thématique ou sur une problématique. C'est de donner les moyens à chacun de poser son opinion, de cartographier tout le champ des possibles et d'agir ensuite en conséquence de manière assez naturelle. Alors le faire, il s'exprime donc dans le comportemental des participants en mode session collaborative. Il s'exprime aussi dans une approche design thinking, comme tu disais, dans l'expérimentation, dans le fait de maqueter rapidement. Hein. Dans le design thinking, on dit arrêtez de parler, agissez, faites vite, même si c'est pas très propre, mais faites vite. Donnez corps, donnez forme à votre idée. On verra bien ensuite si on débat de s'il faut faire ou pas faire ou comment il faudrait faire. Enfin bref, c'est l'analogie à la tour de patte qu'on fait en séance d'échauffement. On est un peu spontané dans la démarche. On met sur la table, on partage, on montre les autres et ça libère les réactions, les idées et la créativité au sens large. Dans le faire, il y a aussi le fait de sortir du cadre, de sortir de chez soi, de sortir de son bureau, d'aller à l'extérieur, d'aller chercher les utilisateurs qui sont la vraie clé de nos projets. Hein. On développe des solutions innovantes pour des utilisateurs, pour des vrais gens qui vont s'accaparer ou pas le fruit de notre travail. Donc, le fait de bouger, de sortir de son cadre, de son schéma habituel, de ses trames de travail pour rencontrer les utilisateurs, explorer, découvrir et pourquoi pas même les convier à de l'action créative en collaboratif. C'est ce qui traduit finalement ce qu'on met en œuvre, ce qu'on cherche à mettre en œuvre au sein des design centers.
si je prends l'exemple que j'ai au niveau du laboratoire commun avec Thales à Paris, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problématiques d'échanges, de discussions entre les chercheurs et les différentes entités de l'entreprise, qui sont des services de recherche et innovation, des services d'industrie. Et donc on a des problèmes humains et l'idée c'est de trouver les outils pour faire en sorte de relier tout ça. Donc c'est exactement ce que tu disais. Et donc c'est ce qu'on a fait à travers un exemple applicatif, un système pédagogique sur lequel les équipes se retrouvent et apprennent à connaître les autres et les besoins de l'application visée. Et du coup ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est vraiment assez fantastique. Merci, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous aussi, moi ça m'amène du coup la question de la méthodologie et d'une approche qui est peut-être justement dans une démarche qui est plus sur mesure que prendre des boîtes à outils existantes. C'est ce que ça laisse entendre en tout cas, la manière dont vous l'expliquez. Dans quelle mesure vous êtes amené à adapter finalement, à créer vos propres outils pour amener les gens dans cette collaboration et les aider à pouvoir s'exprimer, parce que c'est une des difficultés généralement quand on réunit un collectif pour que les gens s'expriment. Il y a des gens qui vont avoir une personnalité peut-être plus forte qu'une autre, des gens plus discrets, des gens qui ne vont pas oser. Et comment réussir à amener tout ce monde-là à travailler de manière collaborative et à contribuer au projet dans la mesure de ce qu'ils peuvent. Alors ce que tu dis est parfaitement vrai. On fait travailler des gens qui ont parfois des rapports hiérarchiques entre eux. Donc quand ils sortent du cadre de l'entreprise, ils ne sortent pas complètement du cadre de l'entreprise, mais ils sortent de leur lieu de travail, de leur bureau, de leurs ateliers pour venir au Design Center. En l'occurrence, on est hors les murs. On s'est installé au Capucin, à côté de là où on se trouve. Et on est un lieu ouvert vers l'extérieur, finalement. Et les gens qui viennent participer, les gens de Thales, les équipes de Thales, ou les utilisateurs finaux qui viennent de bases militaires, hein, nos utilisateurs sur les sujets qu'on développe ici sont essentiellement des utilisateurs militaires. Donc ils viennent sans uniforme, sans épaulettes, et ils viennent de manière naturellement, spontanément, beaucoup plus décontractée, beaucoup plus libérée. C'est ce qu'on cherche à faire quand on fait de la créativité, on cherche à se libérer. Si on est contraint à des rapports hiérarchiques, si on est contraint à des canevas ou des modes de fonctionnement trop rigides, on aura du mal à imaginer des choses disruptives ou innovantes. Voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est innover, remettre en question. C'est le fondement même de la créativité, se remettre en question soi, être à l'écoute des autres et libérer sa propre parole et ses propres idées. Donc ça se fait naturellement déjà grâce au lieu, le fait d'être hors les murs. Ça se fait naturellement parce qu'on a aussi un environnement un peu comme à 360 où on n'est pas trop codifié, on pense au confort des utilisateurs. On est dans le UX finalement, on est dans l'expérience utilisateur. Quand on vient au Design Center, on doit vivre une expérience utilisateur agréable. Les participants sont là pour vivre une expérience et créer ensemble et co-concevoir. Donc on a de l'espace déjà. On n'est pas contraint par l'espace, on a de l'espace. Les gens peuvent se mouvoir, peuvent se déplacer, peuvent s'asseoir dans des fat boys, dans des poufs, peuvent s'asseoir assis debout sur des tabourets. On n'est pas dans le statique, on est dans le dynamique. On se lève, on va écrire sur les murs, on va maqueter, on va dessiner, on va partager, on va s'asseoir autour d'une table, on peut se mettre dans un espace plus confidentiel dans le lounge. Enfin bref, le lieu est configuré pour. Ensuite, dans le mode d'animation et d'organisation des équipes, on peut anticiper si effectivement on sait qu'il y a des antécédents entre les participants, on va éviter d'amener au conflit. Et quand on me libère la parole, les conflits peuvent vite arriver. Donc il faut aussi rappeler quelques règles de respect et de bienveillance mutuelle. On s'écoute et on se donne ses chances, ses propres chances. Donc on se contraint à s'exprimer et on donne ses chances aux idées des autres, même si elles peuvent sembler parfois hors contexte, hors cadre ou non pertinentes. On ne va pas chercher à décrédibiliser ou attaquer. On va se donner une chance de suivre le cheminement mental, même si au départ on n'y croit pas trop, parce que des fois ça nous amène à disrupter, effectivement, c'est un biais créatif qui nous amène à trouver finalement une bonne idée. On cherche des pépites quand on fait de l'innovation. Les pépites, elles courent pas les rues, donc les super idées, elles sont tout autour de nous, mais en même temps on les voit pas forcément. Donc il faut brasser beaucoup d'informations, beaucoup d'options, faire rencontrer les idées et faire rencontrer les points de vue avant de trouver et d'identifier des solutions qui fassent vraiment du sens.
Donc ces règles-là, il est bon dans un chaos organisé de les rappeler au départ aux participants et de les accepter. On s'écoute, on s'exprime, on met sur la table toutes les options et ensuite on y voit beaucoup plus clair. Voilà. Et ça se fait très naturellement finalement. Ouais, moi, je rebondis. En fait, c'est un peu la même chose. Il y a deux axes. Il y a l'espace. On a, comme vous, un espace qui est différent. C'est pas les salles de réunion classiques. Donc, c'est pareil. On a des tables hautes, on a des poufs. Donc, il y a l'espace qui fait que les gens ne sont pas dans leur bureau et dans leur environnement. Donc, ils sont déjà en dehors de leur cadre habituel. Et puis, il y a l'animateur. Parce qu'il faut savoir que quand on fait ce genre de session, il y a un travail qui est fait en amont avec le sponsor, le prescripteur, le demandeur de cette animation, avec qui on discute et on prépare la session. Et puis il y a l'animation le jour J. Et là, c'est des techniques qui existent, qui sont documentées. Et c'est de l'écoute, c'est de l'empathie, c'est savoir recadrer quand il y a des comportements qui sont agressifs ou qui peuvent couper la créativité des. Donc là, c'est tout l'art en fait de l'animateur de savoir gérer un groupe et gérer son activité en s'appuyant sur des outils et des techniques qui sont éprouvées. Et vu qu'il y en a tout un panel, on est capable d'adapter en fonction du besoin et de l'objectif de la réunion, du temps qui est imparti, du nombre de participants, sélectionner l'outil qui va permettre d'arriver au plus vite aux attentes de la réunion. Sachant que, comme on dit, nous, on est juste facilitateur et on ne peut pas s'engager on n'a pas d'obligation, entre guillemets, de résultat, c'est-à-dire que c'est le groupe qui va apporter la solution et ce n'est pas à nous, facilitateurs ou organisateurs de l'événement. Moi, du coup, je pourrais compléter en me plaçant sur la partie organisateur d'événements, ou aussi usage un peu plus long terme de ce type de collaboration. Sur la partie événement, par exemple, donc il y a ce qui nous paraît important par rapport à la méthodologie à mettre en place, ou la complexité de la méthodologie à mettre en place, c'est les types d'acteurs qui vont participer. Leurs intentions ou leur motivation à participer, l'intention de l'organisateur, qu'elle soit vraiment claire par rapport au résultat qui est attendu, et l'intention d'une éventuelle direction qui a amené ces salariés à participer à ça. Et du coup, il faut un temps de préparation de l'événement plus ou moins complexe pour aller chercher chaque personne et vérifier que son attention va être claire quand il va participer. Et après, durant l'événement, effectivement, il y a d'autres outils sur les temps de parole, etc., qui sont importants pour le respect global lors des séances, quoi. Donc c'est finalement une clarté des intentions et des objectifs à très très bien poser. Et en fonction des fois, on se retrouve sur des acteurs qui normalement ne travailleraient pas ensemble, quoi. Donc il faut trouver un terrain d'entente sur lequel on va travailler. Du coup, ça m'amène sur une question qui est finalement de ce que vous décrivez. Les gens qui viennent dans vos structures vivent des expériences de collaboration, de travail, de confrontation réelle qui sont sensiblement différentes de ce qu'ils peuvent connaître dans leur travail plus traditionnel. Qu'est-ce qu'ils ramènent chez eux? Est-ce que ça va changer leur pratique selon vous? Est-ce qu'ils vont le réintégrer dans leur BU d'origine, dans leur structure, dans leur rapport aux autres au travail ou pas? Alors, est-ce que je te retourne la question puisque toi-même tu es dans le lab? Bien joué. Moi, je dirais oui, de manière très très évidente. On voit d'ailleurs de plus en plus de structures qui se montent au sein d'entités beaucoup plus précises, beaucoup plus verticales chez nous, chez Renault. On a un lab de la finance qui s'est monté, on a un lab de la supply chain. On sent qu'il y a une appétence de plus en plus grande, en tout cas chez nous, à vouloir travailler comme ça. Et on est même sur des projets où on réfléchit même sur un schéma où on l'intégrerait véritablement dans l'architecture du site sur lequel je suis, qui est le Technocentre, pour avoir ça comme si c'était finalement un dû pour l'ensemble des salariés, et pas seulement un épiphénomène. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu en ligne de mire, j'ai toujours dit que pour moi, le lab interne, enfin, en tout cas tel qu'on l'a monté chez Renault, était quelque chose de transitoire vers une autre forme de collaboration et d'autres formes de travail qui serait peut-être celle-là, un peu plus distribuée. Voilà. Après, souvent, ce que j'observe, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue quand même là-dessus, c'est qu'on a soit des gens qui embrassent ça, pour qui c'est une évidence, et voilà, certains pour qui c'est une révélation et ils l'embrassent aussi, mais d'autres pour qui il y a quand même
une résistance forte et qui ne sont pas nécessairement en confort avec ça, qui sont plus en confort avec une distribution des tâches extrêmement réglée, pas forcément s'impliquer ou donner son avis sur un sujet, plus dans un confort, une forme d'engagement ou désengagement-engagement, je ne sais pas comment le formuler, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Alors, effectivement, il y a une question générationnelle. Au sein du groupe Thales, il y a un groupe de jeunes arrivants, donc toute la génération Y, qui est hyper dynamique, hyper ouverte et vachement enclinte, comment on dit, enclin à rentrer dans ces approches-là, hein, collaboratif, ouvert, partage, dynamique, on remet en question les choses et voilà, on veut faire plein de choses. Et il y a des collaborateurs qui ont une histoire dans l'entreprise qui est beaucoup plus cadrée, beaucoup plus rigide, et pour qui c'est pas forcément le format adapté idéal. Mais en tout cas, il y a une vraie, non seulement une volonté. Enfin, au départ, il y a un vrai besoin. Je pense que le besoin, c'est comment rendre nos entreprises, nos structures, nos équipes agiles. On est tous confrontés à ce changement, je ne vais pas dire de paradigme, mais l'époque veut ça. L'époque nous contraint à anticiper beaucoup plus qu'avant, à anticiper les changements beaucoup plus qu'avant, et pas qu'au niveau stratégique et au top management, mais à tous les étages de la fusée. On doit avoir des fusées agiles et fonctionner presque en mode start-up, même dans les grands groupes. Donc, les design centers se développent parce que ça marche, parce qu'il y a un besoin et parce que on doit imaginer, expérimenter dans un premier temps, hein, au sein des design centers pour ensuite effectivement adapter l'approche créativité collaborative, agile, design thinking au sein des équipes. Donc il y a une vraie transformation et les design centers sont une porte d'entrée ou un outil en tout cas un booster pour ce changement-là, pour cette dynamisation-là. Il y a une vraie volonté au niveau du top management de faire de l'empowerment. Donc on vous donne les clés finalement à vous, quel que soit l'étage de la fusée où vous êtes. On vous donne les clés, à vous d'imaginer finalement des solutions. On parle en solution, on ne parle plus en problème. Il y a des freins, il y a des difficultés dans l'engagement des salariés ou des collaborateurs, dans l'exercice du boulot, l'accomplissement des tâches au quotidien. Il y a des difficultés d'équipement, de relations intersites, d'accès à l'innovation, à la stratégie, etc. Mais bon, on n'est plus en mode difficulté aujourd'hui, on n'est pas en mode problème, on doit basculer en mode solution. Voilà, très rapidement. Imaginons les solutions adaptées. Voilà. Donc on accompagne dans le groupe des collaborateurs en équipe. On leur donne du temps, du budget et de la formation, de l'accompagnement, du coaching en design thinking pour que sur des sessions de 3-4 mois, les groupes de collaborateurs engagés, motivés, prennent à bras le corps finalement un sujet d'engagement et cherchent des solutions et proposent une solution construite, structurée, en commençant par rencontrer les autres collaborateurs, en commençant par faire des interviews, à faire de l'empathie et cerner le sujet au-delà de son propre point de vue personnel. Donc envisager les difficultés sous l'angle des solutions et surtout de la compréhension. Voilà, c'est une des clés de l'agilité et de la capacité à être innovant et à se transformer facilement, qu'on diffuse dans le groupe très fortement. Donc, par rapport au public et aux gens qui peuvent être réfractaires et puis d'autres qui apprécient finalement ce genre de séance par exemple. Donc je vois des gens qui voient un intérêt d'un point de vue méthodologique, c'est leur façon de travailler, ils trouvent ça bien déjà, quel que soit le résultat. Et d'autres, ils l'aiment bien par rapport à l'aspect social, hein, parce que c'est souvent du mixage d'équipes. Voilà, c'est des temps qui sont un peu différents du travail habituel. Et puis, il y a des gens qui sont un peu réfractaires et qui sont, ils sont en attente de résultats. Ça marche pas. Et donc, ils ont besoin de concret, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, il y a aussi sur le fait que ça soit potentiellement décontextualisé de l'entreprise, que cet événement-là n'est pas posé par rapport à une stratégie. Et du coup, c'est pour ça que nous, on aime bien faire en sorte de travailler tout de suite avec la direction de l'entreprise
pour dire, bah voilà, ce projet-là, il est stratégique ou pas. Le temps que le salarié passe sur ce projet-là, il est en cohérence avec son temps, il est dédié ou c'est pas du plus pour le salarié. Et tout cet ensemble-là fait qu'il va y avoir une meilleure intégration dans l'objectif finalement qui est visé. Et surtout, c'est important de donner à voir voilà, ce genre quand on voit un résultat concret sorti innovant de ce genre de séance, ça va motiver forcément les acteurs quoi, qui sont potentiellement réfractaires habituellement. Moi j'ai le micro. À la fin, Moi, on me pose souvent la question de comment je vois le garage dans quelques années. Et moi, ce que je réponds toujours, c'est que s'il a disparu, c'est que j'aurais gagné. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on vient apporter des méthodos, des nouvelles façons de travailler, un état d'esprit. Mais l'idée, c'est que en fait, ça se diffuse et l'innovation, elle doit rester dans les business groups, elle doit rester elle doit rester chez ceux qui font dans l'opérationnel. Et en fait, nous, ce qu'on leur apporte, c'est plus leur redonner envie de travailler différemment, leur montrer les clés. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, comment les gens adhèrent? En fait, ça dépend. Il y a un côté génération et il y a un côté aussi de ce qu'ils ont déjà vécu, expérience qu'ils ont déjà vécu. Parce qu'en fait, du brainstorming, tout le monde a connu. Et en fait, quand on parle séance de créativité, on voit le côté créativité, mais en fait, c'est hyper structuré. Et souvent, c'est mal fait parce que les gens ne sont pas formés à le faire. Et il y a plein de salariés qui ont déjà fait des séances de brainstorming où ils collaient plein de post-it partout, puis ils sortaient, il ne se passait plus rien derrière. Ce qu'on essaye de travailler, c'est travailler avec le sponsor et l'éduquer. C'est-à-dire que si le sponsor il vient juste en disant ouais, je veux faire générer parce que c'est à la mode, je veux faire du brainstorming, on est clair que s'il le lance, c'est qu'il est prêt à accepter la décision du groupe. S'il fait réfléchir pendant une journée les gens et puis que derrière il dit bah, de toute façon, moi c'est pas ça que j'avais dans l'esprit et on ne suit pas ce que vous avez décidé, bah, les gens ils le font une fois et ils ne le font pas deux. Pareil, on lui dit derrière, il faut que tu aies déjà prévu c'est quoi le next step. On fait cette séance aujourd'hui, mais c'est quoi? Donc, c'est quoi ton besoin? C'est quoi le next step? Et puis, on le marque un peu à la culotte en lui disant continue ce que tu as semé et il ne faut pas laisser pourrir le truc. Et donc, en fait, sur le côté j'adhère pas, il y a bien sûr les freins parce qu'on on utilise des façons de travailler qui sont un peu différentes. Moi, je travaille beaucoup avec les Lego et c'est vu comme du jeu. Et puis finalement, quand les gens essayent, on me dit c'est génial, il est sorti des bons trucs. Mais ça vient principalement de, comme ça a été dit, travailler avec le sponsor en amont. Et si il n'est pas prêt à accepter la décision de groupe, ça ne sert à rien. Moi, je lui dis, on n'y va pas parce que derrière, les gens vont être frustrés, ils vont le faire une fois, ils ne vont pas le refaire deux. Donc il y a deux aspects. Il y a amener en douceur les gens à travailler de façon différente. Il y a les accompagner et puis rappeler, comme il a été dit, toutes les règles, bienveillance, on dit faire le jugement, etc. Et il y a surtout éduquer le sponsor et la personne qui le commandite. C'est pas du buzz, c'est pas je le fais parce que c'est à la mode et que mon chef il va être super content s'il voit sur les réseaux sociaux que mon équipe a mis des post-it partout et a joué avec des Lego parce que c'est à la mode. Derrière, il faut qu'il accepte que la décision c'est celle du groupe. S'il lui demande son avis, derrière il doit l'écouter. Donc à lui en amont de cadrer et de dire là, c'est sûr on peut pas y aller, donc c'est entre guillemets pas la peine. Si vous voulez y réfléchir, on peut, mais derrière c'est en dehors de mon influence et ça va être difficile pour moi d'y aller. Donc ça on le cadre en amont, on cadre la structure, mais derrière, une fois que les règles sont posées, il faut accepter, même si c'est pas sa façon de voir à lui les choses. Donc ça c'est du travail qui est à faire et sur lequel on travaille tous les jours dans le cadre des labs. C'est je trouve ça particulièrement intéressant. Ça correspond vraiment à ce que je vis et ce que je vois au quotidien. Ce qui, peut-être pour aller sur un dernier axe et puis après donner la parole au public, ce qui m'interrogerait, ça serait de savoir vous comment vous pensez justement que ça peut amener vers une entreprise peut-être plus, pour pas dire libérée, libérale, vers peut-être l'entreprise plateforme de création de valeur, vers une autonomie finalement des salariés à se saisir du sens de la mission de l'entreprise pour proposer des activités, des projets, des concepts. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez venir à moyen, long terme ou pas du tout? Alors, j'ai évoqué les démarches d'empowerment et d'engagement, où on incite et on invite les collaborateurs à se constituer en équipe et puis remettre en question et s'approprier des difficultés pour très rapidement convertir ça en solution. Il y a d'autres actions, il y a pas mal d'actions. Donc, l'équipe Yes, les jeunes salariés mettent en œuvre aussi pas mal de dynamiques comme ça. Et il y a l'impact du digital dans le groupe.
avec la création à Paris donc de la Digital Factory et de challenges internes liés au digital, où des équipes projets se constituent autour d'une idée et poussent en quasi-autonomie finalement un concept jusqu'à un POC, voilà, une preuve de concept en digital. Donc il y a cette dynamique qui se diffuse au sein des équipes où voilà, vous n'êtes plus dans un contexte hiérarchisé, contraint, mais vous prenez en mode start-up vos propres idées pour les convertir en solutions acceptables et ensuite à charge de convaincre la hiérarchie ou le top management de vous donner les moyens de continuer de poursuivre l'aventure et de développer votre propre idée finalement initiale. Merci. Ouais, donc sur l'aspect création de valeur, donc il y a la diversité des activités que l'entreprise peut avoir grâce à ces méthodologies qui proposent aux salariés d'inventer des nouvelles choses et d'être finalement des intrapreneurs dans l'entreprise. Donc ça, c'est super important pour la durabilité de l'entreprise. Et nous, ce qu'on propose aussi, c'est de travailler sur des concepts de territoire. Donc, quelle est la place de l'entreprise dans le territoire, quelle est son action. Et finalement, des salariés, quels que soient les objectifs ou les thématiques abordées par l'entreprise, si elle a un impact positif sur son territoire en termes, je sais pas, écologiques ou d'action sociale, c'est aussi important pour les salariés pour des questions de bien-être, de tout un tas de choses. Et donc, c'est super intéressant. Et donc, tout ce qu'on a proposé sur Brest avec le projet Fab City, par exemple, de faire en sorte de connecter les labs, les entreprises à des problématiques sociales, citoyennes, etc. Et donc, on voit des effets sur les salariés qui n'étaient pas forcément très motivés, qui partaient à l'heure toujours, etc. Et qui, quand on les mettait dans d'autres contextes, reliés quand même aux problématiques de l'entreprise, étaient beaucoup plus intéressés. Donc, je prends des exemples de projets sur les circuits courts, recyclage de plastique, etc. Voilà, ça les intéresse. On peut faire des objets, des petites tables pour l'école qui est à côté de l'entreprise, et ça crée quelque chose. Voilà. Nous, au niveau de... J'ai le micro. C'est pareil, en fait, il y a une grosse transformation qui est en cours chez Nokia, qui est le passage à une entreprise et des équipes qui sont complètement agiles, autonomes, des petites startups. Et on voit qu'on a de l'accompagnement humain à faire, c'est-à-dire que pour avoir des équipes qui sont complètement autonomes et performantes, il faut les accompagner. Déjà, il faut qu'elles aient confiance, et qu'elles ont confiance et qu'elles n'aient pas peur de se tromper, parce qu'elles aient le droit de se tromper. Donc là, le garage, c'est un bon endroit, puisque c'est un endroit où aujourd'hui on n'a pas de KPI et pas de contraintes, donc on peut se tromper. Donc c'est là où on apprend à se tromper et à reconnaître la valeur et le positif et l'apprentissage qu'on a derrière un échec. Et puis la deuxième, c'est l'accompagnement des personnes vers l'indépendance et vers l'autonomie et vers ce qu'on appelle, quand on veut être performant, il ne faut pas seulement être indépendant, mais il faut être interdépendant, c'est-à-dire travailler ensemble. Et là, c'est pareil, on montre les outils de l'intelligence collective et la force que ça peut faire de travailler ensemble. Donc on peut être expert, mais si on est expert et qu'en plus on sait collaborer avec d'autres experts, c'est là où on arrive à vraiment libérer tout le potentiel d'une équipe. Donc là, encore une fois, ça s'inscrit complètement. Alors on est loin de l'entreprise libérée, je pense que c'est un chemin qui est très long, surtout dans le grand groupe. Mais en tout cas, les principes clés, savoir travailler de façon autonome et puis sous-tendre à l'objectif et travailler de façon autonome, on l'accompagne via ce qu'on prône tous les jours et ce qu'on met en place en termes d'animation. Ouais,